Bonsoir tout le monde, c'est Phenotix Evolution. On se retrouve pour un live, une investigation sur Iggy Farben. Malheureusement, ma connexion ne m'a pas permis de continuer le live, donc je vous le propose sous format vidéo, directement, qui va être préparé comme ça. C'est comme un direct, malheureusement, je n'ai pas vos messages, le chat. Donc nous allons pouvoir commencer. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Iggy Farben. L'abréviation IG Farben désigne la société allemande fondée le 1er janvier 1925 sous le nom de IG Farben Industrie. Une petite IG, par opposition à l'IG de 1925, a été fondée en 1905 par rapprochement concerté des sociétés chimiques BASF, Bayer et Agfa. Un conseil de gestion commun fut créé, mais chacune des sociétés conserva son identité propre. C'est en effet grâce au charbon et à IG Farben que la rhétorique de Hitler put se transformer immédiatement en un redoutable dispositif de guerre. La structure de la société, comme celle de plusieurs autres firmes de l'époque, avait été calquée directement sur le Standard Oil Trust de John D. Rockefeller à la fin du siècle dernier. En 1859, Maurice Clark et Rockefeller, un ancien camarade de classe à Folsoms Mercantile University, créent leur propre entreprise de commission, Clark et Rockefeller, avec le sociable Clark s'occupant de la plupart des achats et des ventes extérieures, et l'industrieux Rockefeller en charge du bureau et des livres. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'1 demi-million de dollars au cours de sa première année. Samuel Andrews fut l'un des premiers à expérimenter l'extraction d'huile minérale par pyrolyse du kérogène de pétrole extrait des puits récemment découverts dans l'ouest de la Pennsylvanie. Il lui apprit les techniques ancestrales de distillation des graisses animales, puis il s'est initié au raffinage des huiles de schiste extraites des schistes bitumeux déjà exploités à l'époque en Pennsylvanie. Andrews sollicita Rockefeller et Clark afin qu'ils investissent 4 000 $ dans la construction de ce qui apparaît alors aux deux associés comme un petit à côté. Un atelier de raffinage de pétrole, les trois associés créent l'Excelsior Oil Works. L'association ne dura pas longtemps. Les partenaires se sont joints aux frères de Clark, James et Richard, et Samuel Andrews pour entrer dans le secteur pétrolier en 1863, alors qu'Andrews, Clark & Company, Rockefeller et Andrews ont racheté les Clarks 2 ans plus tard pour le montant de 72 500 $. Après quoi Clark et le colonel Olivier H. Payne a formé l'entreprise, rivale de Clark, Payne & Company. Cette entreprise a fusionné avec la Standard Oil Company de Rockefeller en 1872. La Standard Oil devient dès 1868 la première entreprise pétrolière du monde. Pour contourner les lois de l'État visant à limiter la taille des entreprises, des sociétés, Rockefeller et ses associés surent développer des stratégies de gestion innovantes leur permettant de conserver le contrôle d'une entreprise en pleine croissance. Ils multiplièrent les filiales, qui étaient autant de faunées de la Standard Oil. Puis, en 1882, ils regroupèrent ces sociétés dispersées à travers une douzaine d'États américains en un conseil d'administration unique. Au terme d'une entente, les 37 actionnaires de ces sociétés étaient convenus de donner pouvoir in trust à un directoire de 9 syndics. À savoir John et William Rockefeller, Olivier H. Payne, Charles Pratt, Henry Flagler, John D. Archbold, William J. Warden, Jabez Botwick et Benjamin Brewster. Cette organisation, si efficace pour contourner les lois américaines, constituait l'un des premiers trusts de l'histoire. En 1883, le groupe est tentaculaire, comptant 100 000 employés, 70 sociétés, 23 raffineries et 22 000 puits exploités. Les ennuis de la Standard Oil vont commencer quand les Américains vont se projeter dans une campagne moralisatrice contre les dérives monopolistiques du capitalisme. Compte tenu de sa grandeur et de son fondateur, la Standard Oil va être l'une des premières cibles de cette campagne. L'affaire commence en 1904 avec la publication par la revue McClure's d'une série d'articles sur l'histoire de la Standard Oil. Menée par l'un des organes de presse les plus prestigieux des États-Unis, l'enquête dévoile au public les méthodes qui ont permis à la Standard Oil de s'imposer sur le marché pétrolier. Ces révélations trouvent un écho et font sensation. Elles seront à l'origine d'une vaste campagne en faveur du démantèlement du trust. Le président des États-Unis, à partir de 1901, Theodore Roosevelt, fait de la Standard Oil l'une de ses cibles prioritaires. Des enquêtes approfondies sont lancées, les actions juridiques entreprises pour les pratiques tarifaires déloyales. Le procès principal s'ouvre en 1902 devant la Cour fédérale de Saint-Louis. Il durera jusqu'en 1909, date à laquelle est ordonnée la dissolution de la Standard Oil. La Cour suprême des États-Unis a examiné 12 000 pages contenant 23 volumes de témoignages pour déterminer
si les activités de Standard Oil étaient conformes à la Chairman Antitrust Act. Le tribunal a statué que la société était un monopole et était sujette à division. À partir du 15 mai 1911, Rockefeller a 30 jours pour se débarrasser de 33 filiales et à revendre une large part de ses actions. Cela a conduit à la formation de 34 sociétés, dont les plus connues sont la SoCal, Standard Oil of California, futur Chevron, la Sanj, Standard Oil of New Jersey, futur Exxon, la Socony, Standard Oil of New York, futur Mobil, la Ohio Oil Company, futur Marathon Petroleum, la Toyo, Standard Oil of Ohio, la Standard Oil of Indiana, futur Amoco, et la Kiso, Standard Oil of Kentucky. Les cours des actions des sociétés scindées a augmenté, et la richesse de Rockefeller est passée de 300 millions de dollars à 900 millions de dollars. Ce sous-ensemble de cette société, issue de la Standard Oil, a en conséquence été communément surnommé les Sept Sœurs, pour ensuite figurer parmi les principales sociétés pétrolières mondiales. Ce terme a plus tard été repris pour désigner, des années 1940 aux années 1970, les 7 principales sociétés pétrolières mondiales, dont 5 d'entre elles sont finalement associées à la Standard Oil, l'empire originel de Rockefeller. Dès 1925, Rockefeller commença à surveiller de près IG Farben en Allemagne, qui devenait un rival sérieux dans les domaines chimiques et pharmaceutiques. Sous l'effet des pressions d'une économie de guerre, puis des dislocations survenues après le premier conflit mondial, les sociétés chimiques allemandes réalisèrent leur intégration formelle le 9 décembre 1925, avec pour conséquence immédiate de déclencher un phénomène similaire de fusion dans l'industrie chimique britannique sous les auspices d'Imperial Chemical Industries en 1926. IG Farben emploie 100 000 personnes dès 1926. En 1929, elle compte 120 000 employés travaillant dans 106 mines et usines. Elle fournit 100% des colorants de l'Allemagne, la quasi-totalité de ses explosifs et 41% des médicaments de l'Allemagne. L'empire naissant est partout, dans les banques et les journaux, dans le charbon et le lignite, dans les détergents et les pellicules photographiques, dans les pesticides et les plastiques. Bosch, qui dirige IG Farben, pense à l'avenir et sait qu'il réside dans l'essence de synthèse, qui permettrait à des États dépourvus de pétrole, comme l'Allemagne, de se passer du marché mondial. La synthèse de l'essence donnerait accès à un carburant 100% allemand, vital en cas d'affrontement armé. Friedrich Birgius mit au point un procédé en laboratoire en 1913 pour fabriquer de l'essence synthétique, du charbon bitumeux hydrogéné à haute température et à haute pression. Ces brevets sont acquis par IG Farben, qui les mit en application industrielle pendant les années 1920 et 1930. Dès 1923, Sabatier et Sanders, deux chercheurs allemands travaillant pour le Kaiser Wilhelm Institute, déposent le premier brevet de leur invention de l'essence de synthèse, le procédé de synthèse Fischer-Tropsch FFT. Ce procédé sera exploité au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne, qui ne disposait pas de pétrole mais possédait des mines de charbon. En 1944, le Troisième Reich produisait 125 000 barils par jour d'essence à partir du charbon, qui subvenait aux besoins de l'aviation et de l'armée nazie engagée dans la guerre. Karl Bosch savait qu'il ne fallait pas entrer en confrontation avec la Standard Oil, les Sept Sœurs. Il fallait travailler en collaboration. À cette fin, Wilhelm Gauss a visité la Standard Oil en 1925 pour discuter de l'intérêt potentiel de la Standard Oil pour un composé antidétonant déjà développé par BASF et dans les procédés en cours de développement à Ludwigshafen pour l'hydrogénation du charbon. En 1926, Frank Howard, responsable du développement de la Standard Oil, visita l'usine de Baldige à Ludwigshafen où l'on lui montra une usine pilote de production de combustible à partir de charbon. Ce soir-là, Frank Howard a déclaré au président de la Standard Oil, Walter Tschigel: « C'est le problème le plus important auquel l'entreprise est confrontée. IG est capable de produire des carburants à l'indice d'octane élevé à partir de lignite et d'autres charbons de mauvaise qualité avec la moitié du rendement de la matière première. Cela signifie l'indépendance absolue de l'Europe pour s'approvisionner en produits pétroliers. Il ne reste plus que la concurrence sur les prix. » Quelques jours plus tard, le président de la Standard Oil, Walter Tschigel, arriva sur place pour se convaincre personnellement de la véracité des informations reçues. Il jugea indispensable un compromis, un rapprochement, un partenariat. Bosch avait des ambitions plus grandes. Il fit miroiter aux Américains de nouvelles perspectives. Les chimistes d'IG Farben savent synthétiser, là encore à partir du charbon, un autre produit stratégique, le caoutchouc. Le principal problème est que cette opération est lourde
est trop coûteuse pour concurrencer le caoutchouc naturel. Cependant, explique Bosch au patron de la Standard Oil, en utilisant le pétrole comme matière première, on pourrait abaisser notablement le prix de revient. Tel est le fondement des affaires croisées entre IG Farben et la Standard Oil of New Jersey, la plus grande entreprise pétrolière de son temps. Les accords, dont certains sont secrets, conduisent à la création de plusieurs sociétés communes. L'une d'entre elles, Jasco, est spécialisée dans la production de caoutchouc de synthèse, appelé Buna, mais aussi dans l'essence de synthèse. Dans l'usine Buna Chemical Plant, IG Farben utilisait les esclaves et cobayes du camp d'Auschwitz pour ses expériences médicales. En 1929, un accord a été conclu entre IG Farben, Standard Oil et Royal Dutch Shell, l'International Hydro Patents Co. compagnie dont l'essentiel était contenu dans son énoncé de mission. L'IHP ne devrait pas essayer de faire de l'intérêt là où il n'y en a pas, mais des conditions locales, il vaudrait mieux pour nous, les compagnies pétrolières, d'avoir une part dans cette entreprise, d'en tirer des bénéfices possibles et pour assurer la vente de ces produits à travers notre réseau commercial. En plus d'IHP, Jasco Inc. a été enregistré selon l'accord. Selon l'accord, chaque fois qu'IG Farben ou Standard Oil lançait une nouvelle production chimique, la partie qui n'était pas impliquée dans le processus recevait un tiers des intérêts du brevet. Puis Jasco Inc. a commencé à soutenir la commercialisation de ce nouveau procédé dans le monde entier. En mars 1917, la Humble Oil and Refining Company voit le jour. En tant que vice-président, Farish était en charge de la production, de l'avancement de la technologie industrielle et de l'aide à l'expansion rapide de l'entreprise. En 1918, il rehausse l'image d'Humble en siégeant au comité du pétrole du Conseil de la Défense nationale. Lorsque Humble a manqué de capitaux pour son expansion, Farish s'est tourné vers les dirigeants de l'industrie qu'il avait rencontrés. Il a négocié avec Walter Teagle, chef de la Standard Oil of New Jersey, puis plus tard Exxon Corporation, qui a payé 17 millions de dollars pour une légère majorité de Humble en 1919. Et Humble a obtenu un marché pour son soutien pétrolier et financier afin de construire à Baytown, au Texas, l'une des plus grandes raffineries du monde. En 1926, Farish devint fondateur et président de l'American Petroleum Institute, occupant une position de leader dans la conservation du pétrole. En 1933, il devient président du conseil d'administration de la Standard Oil Company du New Jersey, qui détenait une participation substantielle dans Humble. Et en 1937, il devient président de la Standard Oil. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Farish était membre du National Petroleum Industry War Council. En septembre 1939, l'administration Roosevelt se met à s'intéresser de près aux relations entre IG Farben et la Jersey Standard. Elle découvre les principes d'une collaboration perpétuée comme si de rien n'était après l'arrivée des nazis au pouvoir. En 1941, le département de la justice américain lance 2 procédures antitrust contre la Jersey Standard. La première met en cause une conspiration qui viserait à contrôler le flux des pipelines américains. La seconde prend pour cible les accords restrictifs passés avec IG Farben. Consterné, Teagle écrit à Roosevelt pour tenter de se justifier. Mais le président américain refuse d'intervenir. Le reste du conseil d'administration de la Jersey Standard préfère passer un compromis avec le département de la justice. Celui-ci accepte de modifier ses charges en échange d'une amende symbolique de 50 000 $ et surtout de l'engagement de la Jersey Standard à partager les brevets qu'elle s'est engagée auprès d'IG Farben à ne pas divulguer. L'affaire prend de l'ampleur avec l'écho médiatique. Le 26 mars 1942, le haut fonctionnaire de la justice, chargé de la procédure antitrust, Thurman Arnold, se rend au Sénat pour témoigner devant le comité d'enquête sur la défense nationale présidé par le sénateur démocrate et futur président américain Harry Truman. Alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre, les dirigeants de la Jersey Standard se retrouvent accusés d'avoir refusé de donner à l'US Navy l'accès au brevet sur le caoutchouc synthétique à cause de leur alliance avec IG Farben. La Jersey Standard a pourtant annoncé un an auparavant le lancement du chantier de la première usine américaine de caoutchouc synthétique qui utilise un procédé remplaçant le charbon par le pétrole développé grâce à l'aide d'IG Farben. À l'issue du témoignage de Thurman Arnold, un reporter interpelle Harry Truman. Peut-il s'agir d'un cas de trahison? Eh bien oui, quoi d'autre sinon, répond Truman. Il est l'heure de liker. Vous voulez la suite? N'hésitez pas à liker. Je vous invite à partager. C'est un petit rappel au cours de... C'est pas un direct malheureusement, mais c'est tout comme. On est dans les mêmes conditions. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des éléments à ajouter ou tout simplement une opinion à ajouter. Nous allons continuer.
5 jours plus tard, les journalistes se pressent pour entendre la défense que le nouveau président de la Jersey Standard, William Stems Farage II, vient fournir au Sénat. Sa ligne de défense est efficace. Que les différents contrats passés avec IG Farben tombent ou ne tombent pas, sous le coup de la loi Sherman Antitrust, ils ont grandement contribué à l'avancée de l'industrie américaine et plus que tout, ils ont rendu possible nos activités actuelles dans le domaine de l'essence pour l'aviation, des explosifs, de même que dans celui du caoutchouc synthétique. Le lendemain, le New York Times résume en titre. D'après Farage, les accords avec les Allemands ont accéléré notre industrie de guerre. La réplique du président de la Jersey Standard apparaît parfois faible lorsque les questions se font plus précises. Quand les sénateurs lui demandent si sa compagnie a bien aidé l'Allemagne à entreprendre la construction d'usines d'hydrogénation dans la France occupée, William Stems Farage II rétorque qu'il a préféré mettre ses intérêts en France entre les mains d'Ig Farben plutôt qu'entre celles d'un commissaire allemand. Et de poursuivre, la Standard Oil a abandonné ses projets d'usine de carburant, évidemment destinés à l'armée allemande, après que les Britanniques de la compagnie Shell, laquelle à l'origine participait également à l'entreprise, eurent fait savoir qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. William Stems Farage II précise que son dernier employé a quitté la France en janvier 1941. À cette date, cela fait 6 mois que le régime collaborationniste de Vichy est en place. Après la déposition de William Stems Farage II au Sénat, le département de la justice américain poursuit l'enquête. Son responsable, Thurman Arnold, est de retour le 1er juin 1942 devant la commission Truman. Il accuse Farage d'avoir caché et déformé des faits. Le haut fonctionnaire de la justice précise que la Standard Oil ne s'est pas alliée avec les Allemands pour des raisons antipatriotiques, mais au nom de son plus ancien et constat péché, avec pour seul motif d'obtenir un marché protégé et d'éliminer la compétition indépendante. Le 13 septembre 1943, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, lance ce qui ressemble fort à un barreau d'honneur du département de la justice sous la forme d'une déclaration publique. Wallace commence par donner lecture d'un courrier interne de la Jersey Standard d'avril 1938, dans lequel il apparaît que la compagnie s'est employée à bloquer le développement du caoutchouc synthétique aux États-Unis parce que ses partenaires, IG Farben et Berlin, y étaient opposés. Dans un autre courrier daté de novembre 1939, 2 mois après l'invasion de la Pologne par les troupes du Führer, un cadre supérieur de la Jersey Standard se félicite d'avoir pu s'assurer qu'un fonctionnaire de l'US Navy venu visiter les laboratoires de caoutchouc synthétique de la compagnie soit reparti, apparemment, sans avoir pu photographier les installations sensibles. La sentence symbolique que prononce le vice-président américain aux heures les plus indécises de la Seconde Guerre mondiale est lourde, terriblement infamante. Henry Wallace affirme que la Standard Oil of New Jersey s'est rendue coupable de subterfuge, de dissimulation, de double langage entre les intérêts des États-Unis et les cartels avec IG Farben. Elle a, selon l'administration Roosevelt, choisi la figure sinistre du cartel. Fondé en 1921 pour produire et distribuer du plomb tétraéthyle, Ethyl Corp a été créé par 2 très grandes compagnies américaines, General Motors et la Standard Oil of New Jersey, aujourd'hui Exxon. General Motors venait d'inventer un moteur plus puissant que ceux de son concurrent, mais qui fonctionnait mal, cliquetis, en raison du pouvoir détonnant trop important de l'essence. General Motors disposait, en 1921, d'un brevet d'utilisation du plomb tétraéthyle comme antidétonnant, issu du travail de 3 chimistes, Thomas Migley, Jr., Charles Kettering et plus tard de Charles Allen Thomas. De son côté, Esso avait acheté le brevet sur sa fabrication. Ces 2 brevets étaient complémentaires pour maîtriser et dominer le futur marché du plomb tétraéthyle. En 1935, General Motors et Esso, une filiale de la Jersey Standard, ont ainsi formé Ethyl Gasoline Corporation, au sein de laquelle chaque société mère détenait 50% des parts de la nouvelle société. DuPont, concurrent d'Ig Farben, essaye de s'opposer à cette alliance. Non pas pour le business, mais pour avertir les Américains des possibles actions d'Ig Farben. On dit que l'Allemagne s'arme secrètement. Le plomb tétraéthyle serait sans aucun doute une aide précieuse pour les aéroplanes militaires. Je vous écris ceci afin de dire que, selon mon opinion, en aucun cas, vous ou le conseil d'administration de l'Ethyl Corporation ne devriez divulguer un quelconque secret ou savoir-faire en relation avec la manufacture de plomb tétraéthyle pour l'Allemagne. En 1940, l'entreprise est accusée devant la justice américaine par le gouvernement américain de violer ou contourner la loi antitrust, Sherman Antitrust Act, pour s'assurer d'une position de monopole et de contrôle des prix du marché du plomb tétraéthyle, mentionné comme poison,
Poisonous Substance par le procureur lors du procès de la seconde instance. Par ses brevets, mais aussi de l'essence plombée, lors d'un procès en première instance, elle perd une partie des prérogatives qu'elle s'était données. Le juge admet qu'elle puisse accorder des licences très exigeantes aux raffineurs, mais non aux grossistes qui achètent l'essence aux raffineurs. Mais Ethyl-Corp fait appel. L'entreprise dispose à cette époque de 2 brevets couvrant la composition du fluide qu'elle vend, ainsi que d'un 3e brevet revendiquant le mélange d'essence et de son fluide breveté, mais aussi d'un autre brevet sur la méthode d'utilisation de l'essence enrichie de l'additif dans les moteurs. Elle ne vend ses additifs qu'à des raffineurs ou vendeurs de carburant qui ont une licence en règle avec elle, et elle interdit aux raffineurs de vendre le carburant modifié à des acheteurs qui n'ont pas de licence. Ces licences précisent les dosages du produit, c'est-à-dire le degré d'octane et certaines conditions des prix liés à ce degré, mais aussi les conditions d'utilisation du nom Ethyl-Corp dans l'affichage et la publicité. Elle se défend en présentant ceci comme un moyen de contrôler il y a peut-être une erreur de frappe, un moyen de contrôler les précautions pour la santé, un moyen de contrôler que les précautions, c'est moi qui ai mal lu, excusez-moi, donc un moyen de contrôler que les précautions pour la santé sont respectées par les grossistes. De plus, à cette époque, elle impose à tout revendeur agréé de fournir chaque mois la liste de tous les endroits où le carburant est vendu sous licence Ethyl-Corp. Selon la Haute Cour de justice, tout ceci permet in fine à l'entreprise de contrôler plus de 120 raffineries et plus de 11 000 grossistes parmi les environ 12 000 en 1940 alimentent le réseau de distribution de carburant des États-Unis. Selon leurs propres termes, les accords de licence de Ethyl-Corp servent à exclure tous les revendeurs non autorisés sur le marché. Ils contrôlent le comportement des entreprises de revendeurs agréés dans la distribution du carburant breveté de moteurs et ils permettent à l'appelant d'exclure à volonté les autres entreprises. Tout en prescrivant un écart imposé entre l'essence normale et l'essence plombée, note le procureur qui dénonce aussi une pratique établie de longue date de l'appelant Ethyl-Corp, qui est de refuser d'accorder des licences aux grossistes qui cassent les prix ou qui refusent de se conformer aux politiques de commercialisation et aux prix fixés par les principales raffineries ou les leaders du marché entre eux. En 2011, les Nations Unies ont annoncé qu'elles avaient réussi à éliminer progressivement l'essence au plomb dans le monde. Débarrasser le monde de l'essence au plomb, avec les Nations Unies à la tête de l'effort dans les pays en développement, a entraîné 2400 milliards de bénéfices annuels, 1,2 million de décès prématurés en moins, une intelligence globale plus élevée et 58 millions de crimes en moins selon une étude de l'Université de Californie. Des chercheurs indiquent que les enfants ayant beaucoup de plomb dans le sang sont beaucoup plus susceptibles d'être agressifs, violents et délinquants. Revenons sur la famille Farish, plus précisément sur William Stem Farish II, né à Houston. Il est un ami de longue date de la famille Bush. Lorsque George Bush a été élu vice-président en 1980, le Texas Will Stumps Farish III, a pris en charge la gestion de toute la richesse personnelle de George Bush dans une confiance aveugle. Bien plus tard, il fera un don de plus de $100 000 à l'une des campagnes présidentielles de George Bush. On parle de William Stemms Farish III, excusez-moi. C'est plus ancien, c'est son père. Petit-fils et homonyme de l'ancien président de la Standard Oil of New Jersey, William Stemms Farish, l'ambassadeur a répertorié des actifs d'au moins $119 millions, dont plus de $50 millions en actions ordinaires d'ExxonMobil, dans un rapport de divulgation financière publié en 2001 par l'Office of Ethics du gouvernement. William Stemms Farish II était un ami intime de Hermann Schmitz, PDG d'IG Farben. IG Farben devait rapidement consolider son statut de géant transnational, en concluant toute une série d'accords avec d'autres grands de la même industrie. Kurman en France, LCI Royaume-Uni, Montecatini en Italie, Assiger Feren en Tchécoslovaquie, Boruta en Pologne, Mitsui au Japon et Dupont, Dow et Standard Oil aux États-Unis. La société devint le plus généreux des pourvoyeurs de fonds du nazisme dès le 27 février 1933. IG Farben dépose sur les comptes du NSDAP 400 000 Reichsmarks, de loin la plus importante contribution jamais accordée par une entreprise. Avantageusement récompensée par sa mainmise sur les industries chimiques des territoires occupés, mais elle contribua
aussi à développer la puissance technoscientifique au service de l'expansionnisme allemand. Et jamais auparavant, dans toute l'histoire du militarisme, aucun porte-parole du grand capital n'avait joué, à l'instar de Kroc, PDG d'IG Farben, un rôle aussi vital dans la planification militaire de la guerre. Ce fut l'apothéose du complexe militaro-industriel selon Eisenhower. Le petit village polonais d'Otsch avait été choisi par Kroc lui-même pour constituer l'un des éléments de ce complexe Auschwitz après. Les installations industrielles d'IG Farben à Auschwitz fonctionnaient grâce au travail de gens réduits en esclavage. Leur financement était assuré exclusivement par IG Farben au coût astronomique de 250 millions de dollars. Elles avaient un camp de concentration à leur disposition particulière. La première exécution massive réalisée à titre expérimental et avec le plus grand succès par le commandant Hess avec du Zyklon B et sous la supervision de chimistes diaboliques, comme devait plus tard les appeler le général Telford Taylor, frappèrent d'abord 500 prisonniers soviétiques en août 1941. Les portes de la mort s'ouvrirent alors, toutes grandes, devant les victimes de tous âges, de toute nationalité, de toute race, sans discrimination. Cette société fut démantelée en 1952 dans le cadre de la politique de dénazification. Sans IG Farben, les guerres allemandes n'auraient simplement pas pu durer. Durant les procès de Nuremberg, le tribunal condamna 24 membres du conseil d'administration et cadres de la société et la dissoute en plusieurs compagnies filles différentes, à savoir BASF, Hoechst plus tard, connu sous le nom de Adventis, et Bayer. En 1951, presque tous ces 24 cadres avaient été libérés, y compris Fritz Termer et Hermann Schmitz. Termer a été membre de la commission exécutive de IG Farben de 1926 à 1945 et également membre de la commission du travail et de la commission technique, en plus d'être directeur de la tristement célèbre section 2. Les liens de Termer avec l'entreprise pharmaceutique Bayer lui a valu une fondation nommée en son honneur, la fondation Fritz Termer. L'American Chemical Association note que tous les produits pharmaceutiques IG Farben étaient commercialisés sous la marque Bayer. Tout au long de l'ère nazie, Bayer était le centre de contrôle des expériences humaines d'IG Farben. Et le 17 février 1999, une action en justice a été déposée dans le district américain au nom d'Eva Moskor, l'une des 180 jumeaux survivants sur 1500 qui avaient été soumis à des expériences médicales à Auschwitz. Le procès a accusé Bayer de collaborer avec le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort, pour commettre des atrocités médicales dans un but lucratif. Finalement, l'affaire a été réglée à l'amiable. Les lettres trouvées à la libération d'Auschwitz par l'armée rouge datent d'avril-mai 1943. Elles se passent de tout commentaire. Première lettre. En vue d'expérimenter un soporifique, vous serait-il possible de mettre à notre disposition quelques femmes et à quelles conditions? Toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront faites par nous. C'est des lettres donc, de Bayer à IG Farben au niveau du camp d'Auschwitz. Deuxième lettre. Nous accusons réception de votre lettre, considérant le prix de 200 marks exagéré. Nous offrons 170 marks par sujet. Nous aurions besoin de 150 femmes. Troisième lettre. D'accord pour le prix convenu. Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines que nous enverrons chercher très prochainement. Quatrième lettre. Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant, quoique les sujets soient très amaigris et affaiblis. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences. Cinquième lettre. Les expériences n'ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Oui, parce que pour eux, ils achetaient ça comme des lots de marchandises en fait. Donc c'est tout pour ce live. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur IG Farben, sur la Standard Oil, sur Rockefeller, etc., n'hésitez pas à me contacter par mail pour récupérer le livre que je propose gratuitement. Donc le mail, c'est phenotixevolution@outlook.fr. Donc je vous l'appelle, phenotixevolution@outlook.fr. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, si vous partagez à 3 personnes, que ces personnes partagent à 3 personnes, à 3 personnes, à 3 personnes, on va pouvoir tisser notre toile à travers la France, à travers le monde et remettre l'information au cœur, la véritable information. Je vous souhaite une excellente soirée, ou pour ceux qui vont me regarder en différé, une excellente journée. À très bientôt. C'était Phenotix Evolution. Bye.